Création et gestion de développement avec Maven 3.6. Donc, qu'est-ce que c'est que Maven? Maven, c'est ce qu'on appelle un outil de construction d'applications. Les Anglais disent un outil de build, mais aucun Français carrément ne sait prononcer build correctement. Donc, ça va être build, build ou autre. Donc, on va essayer de garder le terme français, ce sera plus facile. Donc, quel est le principe de ces outils-là? C'est générer une application déployable à partir d'un code source. Ça doit permettre de compiler, d'exécuter des tests et éventuellement de faire aussi plein d'autres choses. Par exemple, générer de la documentation, générer des rapports en tout genre, maintenir à jour un site web sur le développement de l'application, etc. D'accord? Et donc, c'est quelque chose qui va permettre de faire tout ça. Et même, pourquoi pas, carrément aller déployer l'application chez le client. D'accord? Alors, vous avez certainement déjà tous plus ou moins manipulé quelque chose qui pouvait ressembler à ça quand vous avez fait du C. Vous avez peut-être utilisé make, d'accord, et écrit des makefiles. Un makefile, effectivement, ça peut faire plein de choses automatiquement. Et en général, on l'utilise pour qu'on n'ait pas de choses oubliées dans les dépendances quand on compile en C, où il faut préciser les fichiers dont on dépend. Le seul truc, c'est qu'avec un make, eh bien, on est obligé de tout écrire. Make ne gérera les dépendances que si elles sont écrites correctement dans le makefile. Le principe d'un outil de build comme Maven, c'est de privilégier la standardisation à la liberté. Et donc ça, à retenir absolument, convention over configuration. On va essayer de respecter au maximum des conventions. Pourquoi? Parce que tout ce qui respecte des conventions, eh bien, ça fait de la configuration en moins. D'accord? Et donc, par rapport à ce qu'on ferait dans un makefile, dans le fichier de configuration de Maven, on va quasiment rien écrire. On n'écrira que ce qui n'est pas standard. Donc, ça va pas mal simplifier les choses. Donc, par exemple, ça va imposer une structure standard de répertoire. Ça va imposer un cycle de développement standard d'une application. Et à partir de ce moment-là, si on respecte ça, ben Maven, il se débrouille quasiment tout seul. D'accord? Alors, après, on va aussi pouvoir factoriser les efforts. Et par exemple, Maven va gérer un dépôt global, accessible via le web, qui regroupe les bibliothèques les plus utilisées. Et donc, vous avez des milliers, par exemple, de fichiers Java, de bibliothèques standards, qui sont sur ce dépôt. Et du coup, quand j'ai besoin du fichier en question, je ne vais pas être obligé d'aller le rechercher sur un site, savoir où on est au niveau de la version, etc. Je vais dire à Maven, voilà, je veux tel fichier jar, et si on a besoin, Maven ira le chercher. D'accord? Et on pourra imposer la version ou dire prendre la dernière version, etc. Je pourrais éventuellement avoir des dépôts locaux. Ça permet d'avoir au sein d'une entreprise un dépôt. Ça a deux avantages. Le premier, éventuellement, c'est que ça sert de cache et d'avoir un accès plus rapide que d'aller chercher ça sur le dépôt global. Et puis, ça permet aussi d'héberger des projets qui servent en interne à l'entreprise. Au sein de l'entreprise, vous avez défini un framework que tout le monde doit utiliser plus ou moins. Ça consiste en un certain nombre de bibliothèques, mais c'est interne à l'entreprise. Vous n'allez pas mettre ça sur le dépôt global accessible à tout le monde, mais au moins en mettant sur le dépôt local, eh bien, tout le monde en entreprise en profite et quand c'est mis à jour, tout le monde peut profiter des nouvelles versions. Et puis enfin, chaque individu a un dépôt personnel dans le répertoire .m2 de son home, et ça va contenir les applications qu'on développe, si on décide de les installer, mais ça va aussi contenir eh bien, tous les jars dont on a eu besoin pour nos différentes applications. Ils sont téléchargés là, ils ne sont pas mis dans les répertoires de chaque application. L'avantage, c'est que si vous utilisez 15 fois le même jar, il n'est téléchargé qu'une seule fois sur votre machine. D'accord? Et puis, il faut quand même que vous l'ayez en local. Et autre choix de Maven, ça a été de vouloir multiplier les possibilités. Donc, l'application de base, elle est assez légère. Par contre, il y a de nombreux plugins qui vont être chargés automatiquement selon le besoin. Et donc, ça veut dire qu'aussi, en général, la première fois que vous lancez Maven, eh ben, il va faire plein de téléchargements. Donc, vous allez dire, mais ça rame, ça prend vachement de temps. Mais en fait, c'est que la première fois. Après, il fera des téléchargements quand? Quand vous avez besoin d'une bibliothèque dans une version que vous n'avez jamais utilisée, ou voilà, d'un nouveau plugin ou ce genre de choses. Mais finalement, les téléchargements, au bout d'un certain temps, vont être anecdotiques.
Alors, au passage, oui, donc Maven n'est pas le seul outil de ce genre-là. Vous avez Gradle aussi qui fait par exemple un peu le même genre de choses, avec des choix un petit peu différents. Donc, pour le moment, voilà, celui qu'on vous présente et qu'on va utiliser, c'est Maven qui est pour le moment encore quand même le plus utilisé. Donc, dans Maven, un peu de vocabulaire, un plugin, c'est une extension de l'application de base qui va proposer un ensemble de buts. Qu'est-ce que c'est qu'un but? Eh bien, c'est une tâche, justement proposée par un plugin, qui va permettre de lancer un certain nombre d'actions lorsqu'il est invoqué. Et donc, pour invoquer le but d'un plugin, on fera appel à Maven. Donc, Maven, son petit nom, c'est MVN. Et après, on met le nom du plugin, le nom du but. Donc, on verra après quelques exemples. Hein. Et si on veut passer des paramètres au plugin, on fera -D, le nom du paramètre égale la valeur qu'on va lui passer. C'est pareil, on verra quelques exemples. Mais c'est pareil, ce sera assez rare finalement qu'on ait besoin de faire ça. Ensuite, je vous ai dit, Maven gère un cycle de développement. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un cycle de développement? C'est une succession de phases qui dit comment on construit notre logiciel. Et donc, on a des phases qui sont clairement identifiées ici. Et pour demander à Maven d'exécuter une phase, on va faire MVN phase. D'accord? Avec phase ici, quel est le nom de la phase? C'est pareil. On verra quelques exemples. Encore deux petits mots de vocabulaire. Artefact. Eh bien, c'est comme ça qu'on appelle dans Maven un projet. C'est un artefact. D'accord? Et enfin, le POM, c'est le Project Object Model. C'est un fichier XML qui va décrire les spécificités du projet. D'accord? Donc, c'est un peu l'équivalent du fichier makefile si vous travaillez avec make, ou du fichier build.xml si vous travaillez avec Ant. Sauf que, comme je disais, là, on mettra que ce qui est particulier, et tout ce qui est standard, on n'aura pas besoin de le préciser. Alors, quelques exemples de plugins. Eh bien, vous avez le plugin Archetype, qui est un plugin qui vous permet de générer des squelettes de projets pour tel ou tel type d'application. Ou une application Java standard, vous avez un plugin. Vous voulez une application Java en graphique avec Java, le nom m'échappe, vous avez un plugin. Pardon? Non, justement, pas Swing, mais JavaFX. Vous avez un plugin. Vous voulez faire une application Java Web, vous avez un plugin, un archétype, etc. Vous avez plein de types de projets standards qui existent. Un autre exemple de plugin, c'est le plugin Compiler, qui est dédié à la compilation de code Java. Et ce plugin, il vous fournit il vous propose deux buts. Le but compile, qui compile les classes de votre projet, et le but test compile, qui compile vos classes de test. Et ça, on en parlera plus tard quand on parlera des tests. Vous avez aussi le plugin Surefire, qui vous propose juste le but test, et qui permet d'exécuter vos tests. Maven, alors, c'est principalement dédié à Java, mais ça peut être utilisé pour d'autres langages que Java. Mais à la base, ça a été conçu pour Java. Alors, je vous dis, on peut demander l'exécution d'un but directement, mais on peut aussi demander l'exécution d'une phase. Et quand on demande d'exécuter une phase, c'est quoi? Ça veut dire exécuter la phase précédente, puis exécuter le ou les buts associés à la phase courante. Donc en fait, on va voir que les phases, ça consiste un peu en une pile de phases, et quand on demande d'exécuter la phase du haut, et ben ça exécute toutes les phases en dessous. D'accord? En commençant par celle du bas et en remontant. D'accord? Et on choisit à quel niveau on veut se rendre. Donc, ça c'est le cycle de vie Maven par défaut. Alors là, ce que je vous ai mis, c'est pas des phases, c'est des gros regroupements de phases, parce que derrière, il y a plein de phases. Donc, déjà, on a toute une partie qui est validation. Vérifier, par exemple, qu'il ne manque pas de fichier à notre projet par rapport à ce qu'il devrait comporter. Après, préparation du code. Pourquoi? Parce que, quelquefois, le code qu'on va devoir compiler, c'est pas du code qu'on écrit nous, c'est du code qui est généré par une autre application. Donc, il faut demander à l'autre application de générer la dernière version de ce bout de code. Donc, il y a une phase de préparation du code. Après, les ressources. C'est quoi les ressources? Ce sont tous les fichiers dont notre application a besoin. Pas les fichiers utilisateurs, mais par exemple, les images qui vont servir à illustrer certains trucs de fond, les icônes, tout le texte,
voilà, tout ça, ce sont les ressources. Et bien c'est pareil, ces ressources, peut-être qu'elles doivent être générées parce que peut-être que notre application elle est multilingue et qu'on a un système de traduction qui, à partir de ce qu'on a fait en français, donne la version anglaise, allemande et japonaise. Et donc, il faut générer ces fichiers-là avant de faire la suite. Ensuite, on a la compilation, puis on a les tests. Une fois que c'est fait, eh bien, il va falloir packager notre application. On pourra ensuite faire passer les tests d'intégration et enfin la déployer. Alors, si on détaille concrètement, donc, à chacun de ces gros paquets que j'ai mis, il y a plusieurs phases de Maven qui correspondent. Donc, pour la validation, on a juste la phase validate, mais pour la préparation du code, vous voyez, on a generate sources et process sources. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, on peut avoir besoin de traiter les fichiers sources, mais peut-être que les fichiers sources, après, il y a un traitement à faire dessus, parce que peut-être qu'on a mis des trucs genre arrobas développeur et que ça doit être remplacé par le nom de la personne qui lance le truc, ou arrobas date, et ça doit être remplacé par la date actuelle pour savoir quand exactement ça a été généré, etc. Donc, on peut avoir ici ces deux phases-là, générer les fichiers sources, puis les traiter. Ensuite, il y a pareil pour les ressources. Les générer, éventuellement, faire un post-traitement dessus. Après, arrive la compilation. Et là, c'est pareil, il y a deux phases. Il y a compiler, et puis il y a éventuellement un post-traitement sur la version compilée. Ça peut être de l'obfuscation de code, ça peut être de l'optimisation, etc., etc. D'accord? Après, il y a tout ce qui est test. Alors, test, on va retrouver un peu les mêmes choses. Et générer les sources de test, si c'est fait par notre application, puis faire un post-traitement sur le code source des tests. Pareil pour les ressources nécessaires pour les tests, parce qu'on peut avoir des ressources juste pour les tests. Puis compiler les tests, et enfin exécuter les tests. D'accord? Donc tout ça, ce sont les phases qui concernent les tests. Et puis ensuite, il va y avoir la création du pactage, avec peut-être des choses à faire préalablement. Puis après, les tests d'intégration avec un pré-traitement, l'exécution des tests à proprement parler et le post-traitement. Et le déploiement, eh bien, on peut avoir à vérifier éventuellement la validité du pactage par rapport à un certain nombre de critères. Par exemple, peut-être que c'est pour un système embarqué, que ça ne peut pas faire plus de 100K ou ce genre de choses. Après, l'installation, donc ça, c'est le mettre dans le dépôt local, dans notre point M2, enfin le dépôt personnel, plutôt. Et après, deploy, ça peut être aller le mettre sur le dépôt d'entreprise, sur le dépôt central, chez un client, etc. D'accord? Donc voilà les différentes phases qu'on trouve dans un projet géré par Maven. Alors dans le cas particulier où on fait faire un fichier jar Java, voilà ce qu'on va voir comme phase avec le but associé. Donc on a ici de quoi traiter les fichiers ressources. Et donc ça c'est le but resources du plugin resources. Puis compiler le code source, donc c'est le but compile du plugin compiler. Puis traiter les ressources de test, c'est le but test resources du plugin resources. Compiler les tests, c'est le but test compile du plugin compiler. Exécuter les tests, c'est le but test du plugin Surefire. Créer le jar, c'est le but jar du plugin jar. Installer, c'est le but install du plugin install. Et déployer, c'est le but deploy du plugin deploy. D'accord? Ça, je vais passer. Ou éventuellement, on a un but aussi MVN clean qui permet de vider. Et donc, c'est un traitement spécifique aussi. Voilà, mais c'est pas très important. Après, on va s'intéresser aux pommes. Donc, le pomme, Project Object Model, c'est ce qu'on va trouver, notamment chez pomme.xml qui écrit ce qu'est un projet. Donc, on va trouver une partie qui va s'appeler relation, qui contient notamment ce qui identifie notre projet. Notre projet, il est identifié par trois choses. Group ID, c'est l'entreprise qui a développé le projet. Artifact ID, c'est le nom du projet. Version, c'est la version. D'accord? Bon, après, on a d'autres petites choses ici. L'héritage, par exemple, parce que on peut définir un pomme général et dire que les autres pommes vont hériter de celui-là, et du coup, ça veut dire que tout ce qui est déjà défini dans le pomme racine sera repris tel quel dans le pomme fils, on n'aura pas besoin de repréciser ça. Donc, par exemple, au sein d'une entreprise, le nom d'entreprise c'est toujours le même, donc ça on aurait pu le mettre dans un pomme général et dire que tous nos pommes ils héritent de ce pomme général. Voilà.
Après, on peut avoir des informations sur le projet, assez informelles, hein, généralité, participants et licence. On va avoir ensuite des paramètres pour la construction, par exemple, donc quels sont les plugins dont on a besoin, quels sont les répertoires où on va trouver ce qu'on veut, etc. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on va produire comme rapport. On peut faire un rapport sur les tests, sur la qualité du code, etc., etc. Et puis, on pourra aussi avoir des choses sur l'environnement de construction, et notamment différents profils qui permettront de faire des traitements différenciés. Par exemple, peut-être que quand je compile sous Windows ou quand je compile sous Linux, eh ben, tel ou tel fichier, il n'est pas situé au même endroit, ou ce genre de choses. Et donc ça, je peux construire ici différents profils qui me permettront du coup d'avoir des traitements différenciés suivant le profil dans lequel je suis. Alors, un exemple simple de pomme qui peut être généré de base pour un projet. Donc c'est un fichier XML. Donc on a une balise racine, qui est une balise project. Dedans, on va trouver ici notamment donc group ID, artifact ID, version. Donc on trouve l'identifiant ici. Hein. Packaging pour dire quel type de projet je génère. Des choses spécifiques au projet là, comme le nom et l'URL, si j'avais mis une URL pour mon projet. Et puis, je vais trouver par exemple les bibliothèques dont je dépends. Donc là, je vois que dans cette version-là, je dépends de JUnit dans sa version 3.8.1. D'accord? Mais c'est pareil, on va détailler tout ça après. Et vous voyez, avec ça, j'ai pas dit où étaient mes fichiers sources, j'ai pas dit quoi dépendait de quoi, j'ai pas besoin de le dire. Derrière, Maven se dérouillera. Donc maintenant, si on détaille un petit peu tout ça. Déjà, un projet, j'ai besoin de le spécifier. Donc pour ça, le groupe ID. Alors, il n'y a rien d'officiel sur le groupe ID. C'est juste que pour essayer d'éviter des conflits, ils sont partis du principe que pour un groupe ID, on mettrait en général le nom de domaine de l'entreprise à l'envers. C'est-à-dire toutes les entreprises, elles ont un nom de domaine. Donc par exemple ici, on a l'UNIFCA, donc unif-le-havre.fr. Eh bien, en groupe ID, on mettrait fr.unif-le havre. D'accord? Voilà. Du coup, comme les noms de domaine, eux, ils sont garantis comme étant uniques, ça garantit l'unicité. Après, si vous mettez quelque chose qui n'est pas un nom de domaine, c'est pas grave. Le seul truc, c'est vérifier que si ensuite vous mettez ça sur le dépôt central de Maven, est-ce que ça risque pas de générer des conflits? Et des gens qui auraient choisi le même groupe ID que vous. D'accord? Donc ça, c'est le groupe ID. Artifact ID, nom du projet, vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, la version, elle est faite de 4 parties. Version majeure, version mineure, version incrémentale, et enfin, partie incrémentale, et qualificatif. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui va déterminer si une version est antérieure ou postérieure à une autre. On considérera que on a un tri alphanumérique avec du numérique sur la première partie, du numérique sur la deuxième, du numérique sur la troisième, et l'alphabétique sur la troisième, sur la quatrième. Donc ça vous permet de dire par exemple la version 3.1.2-alpha. D'accord? Voilà. Alors évidemment, vous pouvez mettre qu'un numéro de version majeure, hein. Vous pouvez mettre que 3, vous n'êtes pas obligé de mettre 3.0.0. D'accord? Voilà. Et le qualifier ici, donc ce sera souvent alpha, bêta. Ça peut être aussi snapshot. Snapshot, ça permet éventuellement que ce soit remplacé par la date et l'heure lorsque vous générez le pactage, enfin vous le déployez. Puis surtout, c'est pas des versions qui sont importées ou exportées par défaut. Et puis on mettra aussi le packaging, le type de pactage à produire. Donc si vous voulez juste un fichier jar, vous mettrez jar. Si vous voulez un fichier WAR pour faire une appli web, vous mettez WAR. Ensuite, on a vu qu'on pouvait spécifier les bibliothèques dont on dépendait. Comme là ici, j'ai dit, donc je dépendais de la bibliothèque JUnit. Alors vous voyez, la bibliothèque est identifiée par son groupe ID, son artifact ID et son numéro de version. Donc groupe ID, artifact ID, c'est la même chose que quand moi je crée un projet. Maintenant, j'ai un numéro de version. Donc numéro de version, je peux rien mettre. Je peux mettre entre crochets ici, ce qui veut dire que c'est entre ces valeurs inclus. Si je mets des parenthèses, ça va être exclu. Je peux mettre d'ailleurs un crochet d'un côté et une parenthèse de l'autre si je veux. Je peux ne pas mettre de valeur au départ pour dire avant, à 4.0, mais sans version minimale. Je peux rien mettre après pour dire à partir de.
Et si je veux imposer absolument une version, je peux mettre ce numéro directement entre crochets. Là, si j'avais mis des parenthèses, 3.8 aurait été exclu. Ici, non, 3.8 il est exclu. D'accord? Et après, je vais aussi pouvoir définir la portée, scope, c'est ce qu'on voit ici. C'est pourquoi j'ai besoin de cette bibliothèque. Et par exemple, donc, je peux en avoir besoin que pour les tests. À ce moment-là, je vais mettre test comme portée. D'accord? Je peux en avoir besoin à la compilation, je vais compile. Je peux en avoir besoin à la compilation, mais ça va pas être dans le paquet, je vais mettre provided, etc., etc. D'accord? Donc, au niveau des portées, je peux mettre aussi différentes choses. Ensuite, la structure d'un répertoire pour un projet Maven. On aura un répertoire par projet. Ce répertoire, il va contenir le fichier pom.xml. D'accord? Et tout ce que vous demanderez à Maven, ce sera depuis ce répertoire-là. Chaque fois que vous ferez MVN quelque chose, il faudra être dans le répertoire qui a le POM. Et ensuite, je vous dis une convention à respecter, enfin des conventions à respecter. Et par exemple, quand vous faites du Java, vous devez avoir un répertoire SRC qui contient un répertoire main, qui contient un répertoire Java. Et c'est là-dedans qu'il y aura vos classes Java, avec vos différents packages, etc. D'accord? Mais c'est là-dedans. Après, vos fichiers de ressources, si vous en avez, il faudra que ce soit dans le répertoire Resources de main, qui n'est pas obligatoire, mais si vous en avez, vous devez les mettre là. Et si vous avez des tests, eh bien vous devrez créer un répertoire test en SRC avec à nouveau un fichier, un répertoire Java pour vos codes de test, un répertoire Resources pour vos ressources pour les tests. D'accord? Et ça, vous ne travaillerez que là-dedans. Et quand Maven va faire des traitements, c'est-à-dire générer des rapports, compiler votre programme, générer le package, etc., il mettra tout ça dans un répertoire target. Ce répertoire target, ce sont que des choses générées par Maven. Donc à tout moment, vous pouvez le virer si vous voulez. Maven saura vous régénérer ce qu'il y avait dedans. D'accord? Et donc là-dedans, notamment, vous trouverez par exemple un répertoire classes avec les points classes de vos classes. Java. D'accord? Et puis un certain nombre d'autres choses qu'on verra progressivement. Donc en général, quand vous créez un projet Maven de zéro, enfin avec un archétype, ce répertoire target, il n'existe pas. Mais dès que vous allez faire par exemple un MVN compile, eh bien vous allez voir que ce répertoire target, il apparaît. Alors, quand on veut installer Maven, mais bon ici c'est fait, il faut penser à définir Java Home. Ça c'est obligatoire notamment pour le plugin Javadoc. Avant c'était même obligatoire complètement pour Maven, mais le plugin Javadoc, qui est un plugin Maven qui permet de générer de la Javadoc et plein d'autres choses, il a besoin que Java Home soit défini. Vous aurez aussi besoin souvent de définir, alors je crois que c'est plus obligatoire ça maintenant aussi, une variable M2Home qui contient le répertoire d'installation de Java, et votre variable d'environnement pass doit évidemment contenir l'exécutable de Maven. Mais bon, ça, vous n'avez pas besoin de le faire. Là, vous avez Maven maintenant qui est installé. Au début, il n'était pas installé, il fallait l'installer soi-même. D'accord? Et donc, vérifiez éventuellement que Java Home est bien défini, il y a des chances. Mais sinon, il faut y penser. Et après, quand on veut créer un plugin avec Maven, on va faire, créer un projet avec Maven, pardon. On va faire appel au plugin Archetype ici, et son but Generate. Alors, si dès le départ, on sait son entreprise, le nom qu'on veut donner au projet, la version, on peut passer ça directement avec -d, et non attribut égale la valeur. Si on ne le sait pas, c'est pas grave, il va nous le demander en mode interactif. Et puis surtout, quand il fait ça, il va nous afficher la liste des archétypes de projets qu'il connaît. Et vous allez voir qu'il y en a quelques-uns. Donc, je suis un peu, on va créer un nouveau répertoire. Voilà. Là, si je vais faire MVN, alors je vais le grossir un petit peu. Archetype de .generate. Ah oui, il faut que, et si je me souviens bien, il y a un petit problème avec Java 16 et la version actuelle de Maven que j'ai sur la machine. Java.
Voilà, je suis en Java 16. Donc, CD, STRL, pipe, grep, JDK. Pardon. CD. Comment ça? Hop, alors. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est JDK, c'est OpenJDK, c'est... Ah ouais, c'est JDK-11, c'est celui-là. Donc je vais faire temporairement un MV, non, RMJDK et ln-s, point slash JDK-11, hop, JDK. Comme ça, si je fais un java-version, c'est bon. Et donc je refais mvn archetype.generate. Ah, j'ai pas mis le bon. Voilà. Donc là, il charge, voilà. Et vous voyez que j'ai 2989 prototypes de projets qui me sont proposés. Alors bon, je peux appliquer des filtres pour rechercher, mais par défaut, il me propose du 1825. Alors ça, c'est aujourd'hui, peut-être que la semaine prochaine, il s'appellera 1830. Mais par défaut, il propose justement un projet standard Java. Donc je fais entrer. Après, il me demande la version ici de prototype, enfin d'archétype que je veux bien la 1.4. Maintenant, mon groupe ID. Alors moi, en général, je mets edu.mermet, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Tant que vous ne les déposez pas. Artifact ID, je mets le nom de mon projet. Version, je laisse par défaut la 1.0-snapshot. Le package de base de mes classes edu.mermet.lo. Voilà. Je suis d'accord, c'est bon, et voilà. Et donc là, une fois que j'ai fait ça, il m'a créé un répertoire Hello, donc il y a le nom de du projet que j'ai créé, mais ça, je pourrais l'appeler comme je veux, qui contient le fichier pom.xml, et dedans, j'ai le répertoire src, qui contient Java, et dedans, il m'a mis ici un Hello World de base, qu'il a appelé app.java, qui est dans le package edu.mermet.lo. D'accord? Ah non, 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 non. Justement, on va voir après que ce qui est pratique avec Maven, c'est que non seulement vous pouvez travailler en ligne de commande, mais que Eclipse, NetBeans, IntelliJ IDEA, etc. savent travailler avec un projet Maven. Et le gros avantage, enfin un des gros avantages du coup d'un projet Maven, c'est qu'il est compatible multi-IDE. Alors que si vous faites un projet NetBeans de base, vous ne pourrez pas travailler dessus sous Eclipse. Maven, bah, c'est ce que je dis, c'est un outil de build, de construction de code. D'accord? Et donc là, si je regarde maintenant mon fichier src main, pardon, il faut que j'aille dans Hello déjà. Donc toutes mes commandes Maven, je vais lancer depuis là, là où j'ai le fichier pom.xml. Donc Emacs, src main java et du mermet hello app.java. Donc voilà ce que c'est que le fichier app qui va gérer de base. On voit que c'est un hello world. D'accord? Et il est bien dans le package edu.mermet.hello. Si je veux compiler mon projet, tout simplement, et bien depuis le répertoire pom.xml, je vais faire mvn compile. Enfin, c'est depuis le répertoire où j'ai le fichier pom.xml. Quand je fais ça, il fait plein de choses. Notamment, on voit qu'ici, il a tenté de traiter les fichiers de ressources, mais qui n'a rien à faire parce qu'il n'y avait pas de fichier de ressources. Donc on voit bien que la phase process aussi, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est en dessous de la phase compile, elle a été faite. Puis après, il s'est chargé de la compilation. Et maintenant, si je revérifie ce que j'ai comme répertoire, j'ai toujours mon pom.xml, j'ai toujours mon répertoire src, mais maintenant j'ai mon répertoire target, qui contient notamment le répertoire classes avec mes classes compilées. D'accord? Donc tout ça, tout ce qui est dans target, c'est des choses générées par Java. Du coup, je peux le supprimer quand je veux. Et c'est aussi d'ailleurs ce que fait mvn clean. Quand je fais un mvn clean,
Vous voyez, j'ai plus le répertoire target. C'est finalement assez simple de laisser la place. Mais, alors j'ai supprimé plein de choses, mais c'est pas grave, puisque je refais un MVN compile et je les retrouve. D'accord? Donc vraiment, tout ça, c'est du truc généré. C'est pas important. À tout moment, je peux le supprimer. D'accord? Alors. Oui, alors ça, ce que je mettais là, je crois qu'il n'y en a pas besoin parce que il me semble que maintenant, on va regarder le pomme qui a été généré. Voilà, donc le pomme qui a été généré, il est là. Donc on voit par exemple qu'ici, il a demandé de vérifier qu'on était en Java 1.7. D'accord? Donc il acceptera du code qui est compatible du Java 1.7. Notamment tout ce qu'on a vu avec Java 8, là ça passerait pas. Mais je peux modifier ces valeurs-là pour passer à Java 8. On voit aussi au niveau des dépendances par rapport à ce que les autres transparents que là, il met une dépendance sur G8 4.11 et pas sur la 3.8.1 quand on est transparent. D'accord? Ceci dit, maintenant, on est à G8 5 d'ailleurs. Hein, mais on en parlera ça quand on fera des tests. Et après, ici, il y a un certain nombre de choses sur la gestion des plugins, mais qu'on pourrait quasiment tout supprimer et refaire autrement. Mais ça, on en reparlera. D'accord? Mais bon, ça, c'est le pomme de base pressé tel quel. Donc, juste si on veut passer en 1.8, là, vous voyez, plutôt que laisser le 1.7 ici, je pourrais mettre ici 1.8. D'accord? Puisque là, effectivement, si je reprends ici et que je fais un import Java, non, ou je peux faire, tiens, ouais. Si je fais un import java.util.étoile, voilà, et là je fais un al.stream, al.add, hello, et al.stream, ici, .for each, de system.out, de .println. Donc si j'essaye de faire ça ici, et que j'essaye de compiler, je vais avoir un message ici qui me dit que les références de méthode, donc system.out, .println, c'est pas accepté en Java 7 et qu'il faudrait que je passe en Java 8. Donc tout simplement, je vais dans mon pomme, je dis qu'en fait je veux du code Java 8. Et si je fais un MVN compile, cette fois-ci ça marche. D'accord? Oui, pour mon projet. J'ai un projet, pom.xml, fichier pom.xml par projet. C'est comment je configure Maven pour mon projet. C'est le fichier pom.xml. En bas pom.xml. Et Max, ouais, c'est mon éditeur de texte. Et ce que je disais après, c'est que si on veut factoriser un peu de la configuration Maven, je pourrais très bien que mon fichier POM ici, il hérite d'un autre fichier POM que j'aurais défini. Et du coup, dans ce fichier POM, je peux mettre tout ce qui est général. Et après, dans tous mes POM, je dis que j'en hérite. Et ça m'évite de remettre 15 000 fois les mêmes choses dans tous mes fichiers POM. D'accord? Pardon, c'est pas ça. C'est ça. Donc ça, j'en ai parlé. Ça, on passe aussi. Voilà, donc MVN compile, j'en ai parlé. Et je vous ai dit où c'était généré. D'accord? Dans le répertoire target. Après, si je veux exécuter mon projet, alors je peux demander à Maven de l'exécuter. Et pour ça, eh bien, je vais appeler le but exec, le but Java du plugin exec. Alors, attendez que je revienne où j'en étais. Bon, je sais plus où. Ce serait bien s'il mettait le contenu mais transparent là. C'est ici, voilà. MVN exec de .java. D'accord? Ça, c'est le but Java du plugin exec. Donc là, je vais faire MVN exec de .java. Après, il faut que je dise au plugin exec quelle est la classe principale. Et donc ça, c'est le paramètre main class du plugin exec. Donc je fais tirer grand D exec.main class égale. Et là, c'est edu.mermet.hello.app. D'accord? Et là, ça me l'a exécuté, ça va bien afficher hello world et puis hello. Alors évidemment, c'est un peu lourd d'exécuter comme ça, c'est en général pas comme ça
qu'on va exécuter un projet. Mais ça, c'est pareil, on va en reparler. Hop. Pourquoi? Ah, voilà. Alors ensuite, si je veux générer un jar, je peux faire directement mvn package. Et ça va me créer un fichier jar, toujours dans le répertoire target. D'accord? Donc ça, pareil. Et si je fais mvn, alors, ouais, là je vous fais un ls target. Vous voyez, dans le répertoire target, là j'ai 3 répertoires. Classes, generate sources, maven status. Si je fais un mvn package, donc déjà là il a fait plein de choses. On voit qu'il a exécuté les tests, qu'avant du coup il s'occupait des ressources de test, qu'avant il a compilé, mais qu'en l'occurrence il a vu qu'il n'y avait rien à compiler parce que j'avais rien modifié, et avant il a traité mes fichiers de ressources, mais il n'y avait rien à faire non plus. Donc on voit quand j'exécute une phase qu'il exécute bien toutes les phases antérieures. Et si maintenant je refais à target, là, eh bien il m'a rajouté notamment mon fichier jar ici, hello-1.0-snapshot.jar. Et si je fais un jar-tf pour voir le contenu de ce fichier jar, on voit que je trouve notamment mon fichier app.class ici. D'accord? Les fichiers jar, ce sont des fichiers d'archives Java. Et après, notamment quand tu as une bibliothèque qui fournit plein de classes, tu peux les mettre dans un fichier jar. Il faut que ton fichier jar soit dans ton classe path pour que tu puisses compiler. Donc là, ça fait comme ça, tu peux facilement livrer une bibliothèque. Quand tu as une application qui est faite de plein de classes, tu vas aussi pouvoir la mettre dans un fichier jar. Par contre, il faudra que tu dises dans ce fichier jar quelle est ta classe principale. Et ça, c'est pareil, on va pouvoir configurer Maven pour qu'il le fasse. Oui, notamment, c'est que ça permet à Java d'aller exploiter le contenu d'une archive sans la décompresser. D'accord? Quand tu vas aller chercher une classe Java qui est dans un fichier jar, tu n'as pas besoin de l'extraire quelque part, ton fichier jar. Java sait travailler avec un fichier jar. D'accord? Et puis, comme je disais, en plus, tu vas pouvoir la rendre exécutable, ton archive au format jar. Donc là, oui, donc création d'un site web, si, ça je peux vous montrer vite fait. Je peux faire mvn site aussi. Et là, il va me créer un site web. Alors ce site web, pour le moment, il est assez vide. D'accord? Il est en fait dans le répertoire target, toujours. Vous avez maintenant un répertoire site qui existe. D'accord? Dans target, là, est apparu un répertoire site. Alors si je fais un Firefox target site index.html, pour le moment, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Donc je retrouve ici quelques... Alors c'est en tout petit. Ouais, il génère des pages HTML. Donc là, j'ai juste quelques informations de base sur mon projet. Donc là, je vois par exemple que je dépends des jeudi 4.11, etc. On peut trouver un certain nombre d'informations, mais on verra qu'il existe des plugins qui permettent de rajouter des choses là-dessus. Et par exemple, je peux intégrer la Javadoc à mon fichier, à mon site. D'accord? Je peux aussi intégrer, je vous dis, plein d'autres rapports sur mon projet. Et tout ça juste avec un MVN site, toujours depuis le répertoire qui contient mon projet. D'accord? Alors, on l'a vu aussi, hein, Maven, quand il doit faire un package, il passe par la phase de test, il exécute les tests à tous les coups. Après, on peut éventuellement lui dire de sauter la phase de test avec des maven.skip égale true, comme ça il ne fait pas les tests, à éviter, mais des fois ça permet de gagner du temps. Ou on peut aussi lui demander de ne pas bloquer si les tests ratent, parce que par défaut, si j'ai sur 3 millions de tests, j'en ai un qui rate, alors Maven va refuser de faire les phases qui sont au-dessus. Notamment, il refusera le package. Si je veux quand même pouvoir faire un package avec des tests qui échouent, eh bien c'est pareil, j'ai un paramètre, maven.test.failure.ignore égale true. Enfin, si je mets à true, eh bien, je pourrais passer par-dessus la phase de test. Alors ça, vous voyez, je peux mettre en ligne de commande, mais tous ces paramètres que je peux mettre en ligne de commande, je peux aussi les mettre dans le fichier pom.xml. Ce qu'il faut, c'est que il faut que je mette un bloc qui correspond au plugin qui s'occupe de ça. Donc là, le plugin qui s'occupe des tests, c'est Surefire. Du coup, il faut que je donne les références du plugin Surefire, donc son groupe ID, son artifact ID, et puis là, que je mette un bloc configuration, où je mets par exemple ici skip à true. Et là, je mets test failure ignore à true. D'accord? Et du coup, si je fais ça dans mon pom.xml, j'ai plus besoin de le mettre sur la ligne de commande.
Mais évidemment, ça c'est totalement déconseillé. Des tests, ça doit passer. Si ça passe pas, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Alors par exemple, justement, tu me parlais des fichiers jar. Vous avez travaillé lors d'un TP précédent sur les logs, d'accord? Vous n'avez pas forcément eu le temps de le faire, mais vous avez vu que dans Java, il y a ce qu'il faut déjà pour faire des logs. Il y a une bibliothèque STL qui permet de faire ça, qui s'appelle Log4j, d'accord? C'est une bibliothèque qui permet de faire des logs, qui permet de faire un petit peu plus de choses que ce qu'on peut faire avec les logs Java de base. Et donc, imaginons que je vais utiliser cette bibliothèque Log4j. Eh bien, il va falloir que je dise à Maven que je vais utiliser Log4j. Donc pour ça, je vais aller sur un site web qui s'appelle MVN Repository. Donc ça, c'est le site ici qui sert de front-end au dépôt central de Maven. Et là, je vais demander ce qu'il peut me dire sur Log4j. Et là, je vois ici Apache Log4j, peut-être celui-là, ou celui-là, j'ai Apache Log4j Implementation. Après, il faut regarder exactement, celui-là c'est l'implémentation Apache, celui-là aussi, mais celui-là, on peut regarder les dates, tu vois, ils ont dû changer de nom, parce que là, la dernière mise à jour, c'est 2012, alors que là, on est en 2021, tu vois, la dernière mise à jour. Donc, on va peut-être prendre celle-là. Et là, j'ai toutes les versions que j'ai. Alors, si je vais prendre la plus récente, je clique dessus, et là, il va me dire ce que je dois mettre. Donc là, dans mon bloc dependencies du plugin, je vais attacher tout ça. Donc c'est l'artifact ID, c'est log4j-core. Le groupe ID, c'est org.apache.logging.log4j. Et la version ici, c'est la 2.14.1. D'accord? Donc tout ça, ici, je peux aller le mettre dans mon pom.xml, ici, dans le bloc dependencies. D'accord? Je vais la ligne, ce sera plus joli. Donc là, maintenant, je dis que je dépends de log4j en plus. Et du coup, là, quand je vais faire un MVN compile, eh bien là, il est en train de me faire du téléchargement. D'accord? Pourquoi? Parce que Log4j Core dans la version que j'ai 2.14.1, je l'avais jamais utilisé. Alors, où est-ce que c'est? Est-ce que c'est là? Non, c'est pas là. Si je fais un MVN clean pour être sûr, d'ailleurs, d'accord, là, comme je fais un tree, on voit bien que j'ai que mes fichiers sources. Si je fais un VN compile, il ne me refait pas le téléchargement. Ça veut bien dire que ce truc-là, il me l'a téléchargé quelque part. Et où est-ce qu'il me l'a téléchargé? Dans mon dépôt personnel, donc dans le répertoire .m2 de mon cdt/.m2. Là, dans le répertoire .m2, à la racine de mon compte, j'ai un répertoire repository. Et là, je vais avoir ici un répertoire par entreprise. Donc là, Log4j, c'est org.apache. Donc ici, je vais aller dans org. Enfin, c'est même pardon de domaine. Hein. Apache. Voilà. Après, il fallait que j'aille dans logging. Voilà. Là, j'ai Log4j. Là, j'ai... pardon? Ouais. Si je vais dans Log4j, 2.14.1, oui, pardon, parce que là, c'est ça. Oui, c'est une bibliothèque. D'accord? Et là, c'est des 2.14.1. Alors, ça, c'est pas des plugins, hein. Ça, c'est des bibliothèques. Les plugins, on en verra plus tard. Alors, c'est par là, pardon. C'est Log4j-core. Ouais, c'est ça. Voilà. Et là, on voit bien que j'ai le jar qui est ici. Donc, le jar, il est dans mon point M2, le jar de Log4j core de 14.1. Ça veut dire que si je fais un nouveau projet maintenant qui a besoin de cette version-là de Log4j, il n'y aura pas de nouveau téléchargement. Il le retrouvera ici. D'accord? Un exemple, hein, d'ailleurs, si je fais un CD... Là, bah, c'est pareil, c'est parce que comme c'est un truc géré par Maven, il y a un point POM, ce qui permet de savoir si c'est une bibliothèque qui dépend d'autres bibliothèques. Ça lui dit ce qu'il faut qu'il aille télécharger aussi en plus. D'accord? Enseignement /tt, hop, voilà.
Donc là, si je faisais un CP-R hello, hello 2, donc là je viens de créer un autre projet, hello 2, avec dans son pom.xml le fait que je dépends de log4j. D'accord? Et bien quand je fais un mvn compile, il ne me télécharge rien parce que log4j, il est installé une fois dans mon point M2, il n'a pas besoin de mettre une deuxième fois. D'accord? Pour cette version-là. Si par contre, je dis que maintenant, pour un autre projet, j'ai besoin de la version 2.14.0, d'accord? Pardon. Ben, la 2.14.0, je ne l'ai pas, donc il me la télécharge. D'accord? Parce que je voulais la 2.14.0. Voilà. Donc, après, bon, voilà, je ne dois pas, mais une fois que j'ai mis ça, du coup, ici, je peux importer les classes de log4j dont j'ai besoin. Je peux utiliser le code de log4j et sans problème. Et quand j'exécute, ça marche. D'accord? J'ai pas eu, moi, à aller récupérer l'application. J'ai juste configuré le POM pour dire j'ai besoin de log4j. Et ça, bah, j'ai besoin de log4j, je le fais une fois. Mais après, pendant des années, si j'ai pas besoin de nouvelles bibliothèques, je vais pas à modifier ça. D'accord? Ou peut-être le jour où je veux passer à une nouvelle version de log4j parce qu'elle est mieux, je remodifie. Mais voilà, mais les modifications du POM sont très ponctuelles. D'accord? Alors, oui, enfin, on va pouvoir configurer ce qu'on veut dans le site web dans le pom.xml. D'accord? Et ces informations du pom.xml apparaissent dans le site web. Non, non, non. Alors ensuite, par contre, dans les IDE, il y a éventuellement des éditeurs XML qui facilitent la chose pour modifier le pom.xml, si on ne veut pas faire en mode texte. Après, les problèmes des fichiers de ressources. Vous voyez, par exemple, vous avez besoin d'afficher des messages dans votre application. Eh bien, ces messages-là, vous allez les mettre, les gérer non pas dans des fichiers que vous allez ouvrir avec des new files, machin chose, mais vous allez utiliser ce que Java appelle des resources ou ressources. Donc ici, des fichiers de ressources, ce sont quoi? Ce sont des fichiers qui vont être récupérés à partir de là où les classes Java ont été chargées. Et donc pour ça, on va prendre notre classe, dessus on va récupérer l'attribut classe, et on va récupérer ici un objet du type class loader qui est associé à la classe. Ça, c'est l'objet de la machine virtuelle Java qui a été utilisé pour charger votre classe. Et du coup, lui, il sait où votre classe était quand elle était chargée. Est-ce qu'elle était dans tel répertoire, dans tel autre, ou éventuellement c'était dans un fichier jar. D'accord? Et à partir de ce class loader, vous pouvez faire par exemple un get without stream et un nom de fichier. Et du coup, ça va rechercher ce fichier-là où votre classe était. Et ça vous renvoie ici à une input stream que vous pouvez par exemple transformer en buffer reader pour lire. Et donc, en faisant ça, eh bien, ça va me permettre de récupérer le fichier message.txt, mais dans le répertoire était mon fichier .class si j'ai un fichier .class, mais aussi dans mon jar si en fait mon application était dans un fichier jar. Et ça, c'est très pratique parce que ça veut dire que grâce à Maven, votre fichier jar, il va vous contenir vos classes compilées, mais aussi vos fichiers de ressources. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire une application qui est autonome. Et quand vous aurez besoin d'accéder à vos fichiers de ressources, en utilisant ce principe-là, eh bien, vous allez récupérer ce qui est dans votre fichier jar. D'accord? Alors, si je reprends cet exemple-là, mais en virant tout ce qui est spécifique à Log4j, ah oui, alors par contre, je crois que j'ai des problèmes de mise en page quand je fais ça, c'est pas grave. Je vais venir ici. Alors, donc ça, je vais virer. Je vire ce qui est du log.
Ça, je n'ai pas besoin. Voilà, donc là, j'ai mon fichier app.java où je récupère effectivement ici le contenu de mon fichier message.txt et puis je l'affiche. Et si j'ai rien, j'affiche hello world. D'accord? Donc là, je vais faire un mvn compile. Ça s'est exécuté. Si je fais donc mvn exec de .java -d exec.mainClass égale edu.mermet.hello.app. Null pointer exception. Ça renvoie une null pointer exception. Bon, bah, try exception alors. Je pensais qu'il. Pourquoi c'est bizarre ça? Ouais, mais je pensais que ça allait me générer une IO exception. Bon, c'est pas grave. On va faire ça. Voilà, donc là, ça m'affiche bien Hello World. D'accord? Maintenant, si, donc je rappelle, hein, dans mon répertoire SRC, j'ai ça. Dans mon répertoire SRC, maintenant, je vais créer un répertoire resources. Attention au nom. Conventional configuration, le nom est imposé. Hein. Donc là, je vais faire un... oui, c'est de l'anglais. Donc c'est resources, un seul S. Cadre supérieur, message.txt. Et là, je vais écrire bonjour. Non, oui, c'est ça, bonjour. Voilà. Et donc maintenant, si je réexécute mon programme, alors non, d'abord, il faut que je le recompile. Alors pourquoi je dois le recompiler? Il faut d'abord que je vous montre. Donc maintenant, qu'est-ce que j'avais là dans le répertoire classes? Tree, target, pardon, cd point, tree, target slash classes. Dans classes, j'avais juste mon fichier app.class. D'accord? Dans le répertoire edu mermet hello. Maintenant, je compile, mvn compile. Alors, hop. Qu'est-ce qui va pas? Ah oui, j'ai pas créé mon répertoire resources au bon endroit. mv src resources dans src main. Voilà. Il doit être là en fait dans src main, hein, mon répertoire resources. Donc je refais mvn compile. Et bien cette fois-ci, dans la phase Maven resources, où jusqu'à présent il disait skipping non-existing machin chose, il me dit copying one resource. En fait, là, c'est ça ce qu'il fait comme traitement des ressources. Il me copie le fichier resources dans mon répertoire classes. Vous voyez, maintenant, dans target classes, j'ai non seulement mes classes, mais j'ai également mes ressources. D'accord? Et quand je fais maintenant un java-d, mvn exec de .java-d exec.mainClass égale donc edu.mermet.hello.app. Et bien là, il m'écrit bonjour parce qu'il a trouvé mon fichier message.txt là où j'avais mes classes. Si, parce que de toute façon, au cas où les fichiers de ressources, si je ne me trompe pas, il ne regarde pas la date, il les recopie systématiquement. On peut en vérifier, mais je crois qu'il le recopie quand même. Ouais, tu vois. D'accord? Effectivement, il pourrait regarder si la date a été modifiée et leur copier que si c'est plus récent que la date, mais voilà, il leur copie quand même. Voilà. Donc ça, c'est pour les fichiers de ressources. Alors les fichiers de ressources, je vous dis, en tout cas là déjà, on voit qu'il est capable d'aller chercher là, mais on va voir aussi qu'après, il est capable d'aller chercher dans le fichier jar. Alors, je vais laisser passer à partir sur les profils, sur l'héritage, et là, je vais aller d'abord sur celui-là. Donc, si je veux maintenant qu'un fichier jar soit exécutable, eh bien, je vais pouvoir lui dire, en configurant ici le plugin qui s'occupe du fichier jar. Donc, c'est
c'est le plugin Maven Jar Plugin. Et donc là, je vais rajouter ce bloc configuration en lui disant quelle est la classe principale. Alors, pourquoi ici c'est dans un bloc manifeste? Parce que dans tous les fichiers jar, il y a un fichier qui s'appelle manifeste, qui justement décrit le contenu du fichier jar. Et notamment, ce fichier, c'est lui qui peut spécifier quelle est la classe principale de mon archive, la classe dans laquelle il y aura un main à exécuter. Et donc là, en faisant ça, je vais pouvoir dire à Maven, bah tiens, tu vas dans le fichier manifeste mettre que c'est telle classe, et du coup mon fichier jar sera exécutable. Parce que là, par défaut, si j'essaye d'exécuter mon fichier jar, java-jar target slash j'ai pas fait le event package. Voilà, ici, il va me dire no main manifest attribute. Il me dit que dans le fichier manifeste, il n'y a pas d'attribut main, donc il ne sait pas quelle est la classe principale. Donc il ne sait pas m'exécuter ce fichier jar. Donc là, justement, je vais modifier mon pom.xml. Alors, je vais virer tout ça. C'est assez mal fichu dans ce nouveau... donc ici, dans le bloc build, je vais mettre... Donc là, justement, dans le bloc build, on parle des plugins dont j'ai besoin. Donc j'ai une balise plugins qui va contenir la liste des plugins. Et là, je vais m'intéresser à un plugin qui est le Maven Jar Plugin. Alors, c'est quoi la dernière version? Eh bien, je retourne ici. Maven Jar Plugin. Apache Maven Jar Maven Plugin. Pardon, non, c'est celui-là. C'est bien celui-là. Donc, c'est le 3.2.0 ici. Ouais, je vais récupérer tout ce qui est là. Attention, parce que là, il est mis dependency. Mais pour un plugin, c'est pas comme pour une bibliothèque, il ne faut pas mettre dependency. Donc ici, je vais mettre ça là. Voilà. Donc là, je mets le plugin jar qui m'intéresse. Et là, c'est là que je vais mettre ce que j'ai mis dans mon transparent. Donc configuration, archive, manifeste, manifeste slash archive slash configuration. Voilà. Et donc là, c'est l'attribut main class ici que je vais mettre là-dedans. Donc ici, main class. Et ma classe principale, c'est edu.mermet.hello.app. Voilà. Maintenant, pardon, j'ai copié un dependency ici qui n'avait pas de raison d'être. Donc, si je refais maintenant un MVN package, maintenant, quand je regarde, enfin, si j'essaie d'exécuter mon fichier jar, java-jar target slash hello 1.0, et ben vous voyez qu'il s'est exécuté. Et il a trouvé bonjour. C'est-à-dire qu'il a trouvé mon fichier message.txt. Il l'a trouvé où? Dans le fichier jar, d'accord? Si je fais un jar-tf sur mon fichier jar pour regarder le contenu du fichier jar, on voit que j'ai bien le fichier message.txt. Donc on voit qu'en utilisant cette notion ici de ressources, ici, eh bien je peux ouvrir des fichiers qui sont dans un fichier jar. D'accord? Et donc maintenant, ce fichier jar là, je peux l'envoyer par mail à quelqu'un, il y a tout ce qu'il faut dedans. Il y a mes classes, mais il y a aussi les ressources. D'accord? Donc voilà. Après, donc autre configuration assez pratique. Bon, ça c'est la dernière version de JUnit 4, mais nous on fera du JUnit 5 quand on parlera de JUnit. Donc c'est pas la peine. JUnit 5, voilà, ici. Donc ça on verra quand on verra les tests, qu'il faut rajouter tout ça dans le bloc dependencies du pom.xml pour utiliser JUnit 5. Pour utiliser Java 8, alors il y a plusieurs façons de faire. Il y a celle qu'on a vu avec les trucs properties, mais il y a aussi la possibilité de mettre ça directement ici dans la conversion du plugin Maven Compiler Plugin. Oui. Oui, bah après c'est ce que je te dis. Il faut que tu spécifies quand tu écris un nouveau pomme que tu hérites de ce pomme là. D'accord? Voilà. C'est là que tu vas pouvoir mettre un.
balise par an, et pour dire quel est le pomme dont tu hérites, et comme ça, tu auras pu mettre dans ce pomme tout ce que tu vas réutiliser par la suite. D'accord? Après, le plugin OneJar, c'est un plugin qui permet de mettre dans votre jar. Alors, il y en a deux qui permettent de faire ça. Il y a Assembly aussi, un peu plus récent, qui fait les choses un peu différemment. Ces deux plugins-là, ils ont pour but d'inclure les bibliothèques dont vous dépendez dans le jar que vous générez. Parce que sinon, le problème, c'est que il faut que votre utilisateur, si là, dans le cas précédent, où je veux utiliser Log4j, il faut que la personne à qui j'ai donné mon fichier jar, elle ait aussi Log4j chez elle, installé. Ce qui n'est pas toujours très pratique. Donc, avec ces plugins, OneJar ou Assembly, on peut se débrouiller pour que les classes des fichiers jar soient incluses dans le jar que je génère. D'accord? Alors, les deux fonctionnent un petit peu différemment. Ici, donc OneJar, il générera un autre fichier jar. Et dedans, on retrouvera les jars tels quels, avec quelques classes qui permettent du coup d'aller faire les liens vers les fichiers jar qui sont inclus dans le fichier jar. Assembly, ça extrait le contenu du jar pour le remettre dans le jar directement. Voilà, mais c'est deux façons de faire ici qui permettent de faire ça. Bon, ça c'est si on veut utiliser Postgres. Voilà. Les tests d'intégration, on ne va pas en parler. Ça c'est pour les tests d'intégration. Et après, donc le site. Donc si on veut rajouter des choses sur le site, eh bien déjà il va falloir préciser dans la balise de construction ici qu'on prend bien les dernières versions, des versions compatibles entre elles, du plugin Maven Project Info Report plugin et du plugin Maven Site plugin. Alors ça va être les dernières versions de l'année dernière. Peut-être qu'elles ont changé, mais c'est pas grave, hein, à chaque fois. Vous allez là, vous regardez Maven Site plugin. Sa dernière version, c'est la 3.9.1. Ça n'a pas changé. Donc il y a des chances que la Project Info Report plugin, elle n'ait pas changé non plus. 3.1.2. Ah si, elle a changé un petit peu. Donc déjà, ça c'est bien de le mettre à jour dans le pom.xml. Donc ça, c'est bien dans la partie build du pom.xml ici. Dans la partie plugins ici. Alors on a dit que c'était la 3.1.2 ici. Et là par contre ça n'a pas changé. Ensuite, par exemple, on va pouvoir dire ce qu'on veut comme rapport sur le site web. Donc là, j'ai un plugin qui s'appelle JXR plugin qui permet d'introduire mon code source et navigable. C'est-à-dire que si j'utilise une autre classe de mon application, eh ben, je vais avoir mon code source qui va apparaître et je peux cliquer dessus et j'irai sur la classe. Mais ça me permet déjà aussi d'intégrer le code source sur mon site web. Donc là, alors ça sera dans un bloc reporting, dans lequel je vais aussi faire figurer des plugins, mais des plugins de rapport cette fois-ci. Donc là, dans mon pom.xml, je vais créer une autre section, donc qui est en dehors de la section build, hein, avec ici, reporting, et puis une liste de plugins, donc là le JXR. Alors c'est pareil, on peut vérifier la dernière version. L'année dernière c'était la 3.0. Cette année c'est la 3.1.1. Voilà, bon ben on va se mettre à jour. Et donc là, ça veut dire que si maintenant je vais faire MVN site, donc là il a besoin de télécharger les versions que j'avais pas encore parce que ça a changé depuis l'année dernière. Voilà, et bien ici dans Project Report, j'ai par exemple SourceXref, et donc là, j'ai par exemple mon application qui apparaît, formatée, et si là j'utilisais une autre classe de mon projet, je pourrais cliquer dessus et j'irai directement dessus. D'accord? Donc ça c'est ce plugin de rapport. Après, j'ai un plugin qui permet de faire un rapport sur les tests, pour savoir, parce que là, pour le moment, j'ai aucune information ici sur mes tests. D'accord? Si je rajoute mon plugin de rapport sur les tests, alors c'est pareil, pour le moment, on n'a pas vu les tests. Donc ça, c'est pareil, c'est dans ma zone de rapport ici. Je vais rajouter mon plugin sur les tests. Alors, ayez le réflexe à chaque fois de vérifier la dernière version.
Surefire, Maven Surefire plugin, il est là. 300M5, bon, moi je crois que c'est la même. Voilà. Et donc, si là, je refais un MVN site, donc il m'exécute les tests, cette fois-ci. Et là, on va voir, si je recharge la page, que maintenant, j'ai un lien Surefire Report. Et là, j'ai eu un test et qui a réussi. D'accord? Voilà. Après, on peut avoir... Alors, CheckStyle, c'est un outil de vérification de qualité de code. On en parlera un petit peu plus tard. On peut intégrer aussi le rapport de CheckStyle au site web. Pardon? Non, c'est pas Google. Maven à la base, c'est Apache qui avait prévu ça. S'il y a écrit Google Check, c'est juste parce que ici, le formatage des fichiers, il est vérifié par rapport à une configuration proposée par Google. Voilà, il y a deux configurations de base, il y a la Sun et la Google, et après on peut définir sa propre configuration sur ce qu'on va appeler un code de qualité. D'accord? Voilà. Et donc là, par défaut, celle que je choisis, là, c'est la Google. Après, la Javadoc, si je veux l'intégrer au plugin, toujours au rapport, il va falloir que je rajoute ça ici. Pardon, juste ça. Toujours dans ma zone de rapport. Donc ici, je vais rajouter ça. Pardon, je suis pas sur j'ai pas codifié le bon. Ouais, j'ai mis deux fois le même Maven. Bah oui, donc je suis pas sur la bonne page, c'est pour ça. Donc voilà, Javadoc, il est là. Hop, voilà. Alors c'est pareil, on va vérifier que j'ai bien la dernière version du plugin Javadoc. Javadoc. 3.3.1. Non, vous voyez, il y a un plus récent. 3.3.1. Et donc là, si je fais un MVN site, donc c'est pareil, hein, c'est une nouvelle version du plugin Javadoc, donc il va me la télécharger. Voilà. Et si je retourne voir maintenant mon site web, et que je viens sur la partie Project Reports, maintenant j'ai la Javadoc ici, qui apparaît avec ici ma classe app, et éventuellement, bah ici, voilà, j'avais ça dans mon commentaire Javadoc, donc c'est mis ici. Et si je documente mes méthodes au format Javadoc, ça va automatiquement apparaître là dans ma Javadoc. D'accord? Et ben ça, on en parlera quand on fera le TP là-dessus. Mais grosso modo, tu mets des commentaires de la forme, sur la forme slash étoile étoile, avant une méthode, avant ici, étoile slash, et dedans, hop, et ben tu vas pouvoir mettre ici par exemple étoile args, étoile arg. Donc tu as des mots-clés ici, non c'est pas étoile, c'est arrobas. Ça c'est pour dire que tu décris un paramètre de ta méthode et la arg, et après tu mets la phrase qui correspond. Avant tu peux mettre ici donc méthode main, voilà, la méthode principale du programme. Mais ça on en reparlera la semaine prochaine quand je vous parlerai justement des IDE. Et donc ici voilà les paramètres de la ligne de commande. Voilà. Et donc maintenant, si je fais un MVN Javadoc, MVN site, c'est pas arg, c'est quoi? Arrobas parameter. Ça va être arrobas parameter. Avec un P majuscule en plus. C'est parce que j'ai pas mis d'espace, je pense. En fait, comme je la fais toujours, j'ai réparé Eclipse. Alors, c'est pas grave, du coup, on va aller dans Eclipse. Je tente de trouver. Donc là, si je fais un. Ça, je suis sur l'étoile. Arrobas param. Et c'est un P minuscule. Voilà. Donc, arrobas param. Voilà.
Voilà, cette fois-ci, ça lui plaît mieux. Et donc, si je retourne maintenant ici, et que je recharge, ici, voilà, j'ai bien maintenant, ici, ma méthode app qui est écrite avec ici, méthode mail, la méthode principale du programme, et parameters, le point args, les paramètres de la ligne du commande. D'accord? Voilà. Et je reparlerai un peu de ça la semaine prochaine quand je parlerai justement. Oui, ah bah oui. Il va pas l'inventer, hein. D'accord? Non, bah après, si tu as des commentaires qui sont pas au format Javadoc, ce seront des commentaires de ton programme et qui apparaîtront pas dans la Javadoc. Ils ne seront pas exploités. Des questions?